Bonsoir à tous, nouvelle édition sur Évasion Guinée, les titres du journal. Célébration ce vendredi de la 29e journée du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Le thème retenu cette année est relever le défi de la transition démographique pour une sécurité alimentaire durable au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Les précisions, c'est dans ce journal. L'affaire Simandou devant le Centre international de règlement des différends aux États-Unis d'Amérique, c'est la société Beni Stenet Resources Group BSGR qui a déposé la requête contre l'État guinéen. Les échos, c'est également dans cette édition. Et puis, des kits sanitaires sont offerts par des partenaires à la Guinée depuis l'apparition du virus Ebola en mars dernier. Certains de ces kits se retrouvent malheureusement sur certains marchés de la capitale. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bienvenue à tous. Journée de réflexion sur la coopération sud-sud et triangulaire ce vendredi 12 septembre. Elle a regroupé cadres des départements ministériels diplomates autour du ministre de la Coopération internationale. Une journée pour permettre aux uns et aux autres de s'approprier des concepts de coopération sud-sud et triangulaire. Ibrahima Sori, Yari Ansani, nous fait le point. C'est dans le cadre de la célébration de la journée des Nations Unies pour la coopération sud-sud que le ministère guinéen de la coopération internationale a organisé cette rencontre. Une journée instituée le 12 septembre de chaque année. Il s'agit pour les autorités de la coopération internationale de partager avec les cadres des autres départements le concept de coopération sud-sud et triangulaire. Sous l'impulsion du président de la République, le professeur Alpha Condé, chef de l'État, le gouvernement a fait de la coopération sud-sud et triangulaire un axe majeur de sa politique nationale d'aide et d'intégration africaine. C'est dans ce contexte que l'Agence guinéenne de coopération technique a été créée en 2011. La pratique de la coopération sud-sud s'effectue au niveau des commissions, de grandes commissions mixtes de coopération, des consultations intergouvernementales avec les partenaires du Sud. Nous avons une dizaine de commissions, grandes commissions mixtes, qui sont organisées chaque année pour permettre à la Guinée de s'inspirer de l'expérience de certains pays qu'on le considère aujourd'hui comme des pays émergents. Nous l'avons eu avec le Maroc, avec le Ghana et prochainement avec le Nigeria. La coopération sud-sud est un outil efficace de développement pour les pays les moins développés, notamment du continent africain. Le PNUD joue ainsi un rôle important dans le processus. D'où la présence à cette cérémonie de la coordonnatrice du système des Nations Unies en Guinée. Cette initiative qui place la commémoration de la Journée internationale de la coopération sud-sud sous le signe de la réflexion prospective vient à point nommé, car elle offre un cadre fédérateur pour faire les projections sur les opportunités de partenariat entre les pays en développement. Le système des Nations Unies apprécie et soutient cette démarche innovante de célébration de la coopération sud-sud. C'est une première et je ne doute pas que ces réflexions vont déboucher sur un plan de cadre pouvant inspirer les décisions au niveau national. D'autres pays cités en exemple dans cette coopération, des pays comme l'Espagne et la Chine étaient également représentés. Toutes choses qui montrent l'intérêt pour la Guinée de s'approprier du concept, réfléchir sur les conditions et avantages de la coopération sud-sud et triangulaire, surtout en cette période d'épidémie d'Ebola que vit le pays. Relever le défi de la transition démographique pour une sécurité alimentaire durable au Sahel et en Afrique de l'Ouest est le thème retenu cette année par le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, CILSS, et ses États membres pour célébrer la 29e journée de l'organisation ce 12 septembre 2014. Un thème choisi quand on sait que les objectifs prioritaires du CILSS se situe dans un contexte démographique. Aguirre Touba pour plus de précision. Très
13 pays de l'Afrique dont la Guinée sont membres du SILS. Dans cet espace, le nombre moyen d'enfants par femme varie entre 2,5 enfants au Cap-Vert et 7,3 enfants au Niger, tandis que les taux bruts de natalité varient entre 55 et 45 pour 1000. Ce niveau élevé de fécondité et de taux d'accroissement naturel des populations des pays du Sahel et d'Afrique de l'Ouest ont rendu difficile la réalisation des objectifs prioritaires du SILS. Les pays membres peinent à réaliser et à maintenir durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle du fait de l'accroissement rapide de leur population, d'où le choix du thème « Relever le défi sur la transition démographique par une sécurité alimentaire durable au Sahel et en Afrique de l'Ouest » pour célébrer la 29e journée de l'organisation ce vendredi 12 septembre 2014. Il s'agit de donner une nouvelle impulsion aux stratégies et politiques nationales de population de chaque pays membre pour maîtriser la fécondité et la croissance démographique afin d'améliorer la gouvernance et la qualité de son capital humain. À signaler que de l'avis des spécialistes, la sécurité alimentaire, la gestion durable des ressources naturelles, la lutte contre la sécheresse et la désertification, l'atténuation et l'adaptation aux effets du changement climatique, la résilience des populations aux différentes crises alimentaires et nutritionnelles sont difficilement réalisables durablement si l'on ignore ou si l'on n'accorde pas d'importance aux facteurs démographiques. Pour venir en aide aux autorités guinéennes dans la lutte contre le virus Ebola, un virus qui sévit dans le pays depuis mars dernier, les partenaires se mobilisent pour l'éradication de cette épidémie à travers notamment des dons de kits sanitaires. Malheureusement, ces kits se retrouvent aujourd'hui sur plusieurs marchés de la capitale aux grandes dames des autorités. Aïssa Takama. Depuis l'apparition de la fièvre hémorragique à virus Ebola en Guinée, les dons se multiplient pour circonscrire la chaîne de contamination de cette épidémie qui a décimé plusieurs familles. Des dons comme des solutions de chlore, des gants et autres sont offerts à la Guinée par ses partenaires. Malheureusement, ces kits sanitaires venus pour sauver la population guinéenne ne sont pas utilisés à bon escient. Ils se retrouvent sur plusieurs marchés de la capitale. Des gants stérilisés qui se vendent à 100 000 francs guinéens le carton se négocie aujourd'hui à 25 000 francs guinéens, une information confirmée par les autorités sanitaires. Dans le circuit sanitaire, la plupart se retrouvent aujourd'hui au marché, vendus. Comment voulez-vous que les gens... C'est difficile. Illustration à Taouia et Amdalaï où des boîtes de chlore sur lesquelles sont mentionnés ne peut être vendus sont commercialisées aux grandes dames des autorités. Ebola est une affaire de tous quand un groupe de personnes pour des fins personnelles se livre à la vente de ces kits venus secourir la Guinée dans sa lutte contre Ebola qui continue de se propager dans le pays. Santé toujours dans cette édition d'information, remise de médicaments, de matériel sanitaire aux différents services du CHU d'Anka ce vendredi, offert par l'UNICEF, la Chine et quelques sociétés de la place, ce dont va servir à améliorer les conditions de travail des médecins de cet hôpital et préserver leur sécurité dans le traitement des patients. Kerno Falilou Diallo pour plus de précisions. Ce sont plusieurs cartons de gants stérilisés de médicaments tels que des antibiotiques et d'autres produits pharmaceutiques qui ont été offerts à l'hôpital de Donka. Après avoir lancé un appel à tous les partenaires, ils nous ont envoyé 100 cartons de gants. La société Bolagui nous a donné un conteneur de 40 pieds de matériel de protection, c'est-à-dire les gants, les boules jetables, les bavettes, les masques, les lunettes, etc. Donc ça nous a beaucoup appuyé par rapport à la protection du personnel. Il y a quelques jours, le président de la République, lors d'un point de presse, avait dénoncé le non-port des gants par certains médecins à Donka. À cet effet, la directrice de l'hôpital, avec ce don, promet de tout mettre en œuvre pour que ces gants soient mis à la disposition des médecins. Nous allons travailler dans ce sens en tant que direction avec l'appui de la section syndicale du ministère de la Santé. Madame la pharmacienne chef sera appuyée, elle et son équipe, par la direction. Et vous qui êtes au niveau opérationnel, les surveillants, aidez-nous vraiment à ce que
les gants que vous aviez soient mis à la disposition de nos prestataires. Chez les responsables des services de l'hôpital, ce dont vient à point nommé, il rassure quant à l'utilisation judicieuse de ce matériel. Je suis très contente ce matin du fait que nous sommes ravitaillés en gants. Ça a été la lutte farouche de la section syndicale du CHU, donc et du ministère de la Santé. Ce matin, vraiment, nous sommes très ravis et nous rassurons nos autorités que nous allons utiliser ces gants au profit de nos patients. Ce geste des partenaires vient renforcer la capacité du CHU de Donka à lutter efficacement contre la grande épidémie hémorragique à virus Ebola qui sévit en Guinée et dont la zone forestière est la plus touchée. Dans le même cadre, le comité de riposte à Ebola et ses partenaires ont animé ce vendredi un atelier d'orientation des journalistes en langue locale et des communicateurs traditionnels sur Ebola. L'objectif vise à mieux outiller ces porteurs de messages à une sensibilisation saine pour un changement de mentalité de nos populations à la base. Maniankondi. L'atelier a regroupé une quarantaine de journalistes de langue et de communicateurs traditionnels de la place. Au cours de la rencontre, le conférencier a abordé des séries de thématiques dont entre autres la protection des femmes enceintes contre le virus Ebola, l'attachement des populations à nos coutumes dont certaines pratiques peuvent favoriser la propagation de la maladie, mais aussi les violences faites aux agents de santé par les communautés. Déjà, on a vraiment donc, le virus a déjà tué plus de 500 personnes dans le pays. C'est pourquoi nous sommes venus donner des informations sur cette maladie aux communicateurs traditionnels pour que chacun informe sa communauté dans sa langue. Télémélé a montré l'exemple. Si toute la Guinée faisait ainsi, Inch'Allah, en 3 mois, Ebola ne serait plus qu'une histoire pour les Guinéens. Cette initiative qui vise à amener les communicateurs traditionnels à mieux communiquer en langue sur Ebola est appuyée par l'UNFPA et CDC. L'objectif, c'était de supporter la communication à propos de la lutte contre Ebola au niveau de la communauté. On compte sur vous d'amener le message à propos d'Ebola et la lutte contre Ebola. Au sortir de la rencontre, les participants se sont engagés à s'investir davantage pour la lutte réussie contre Ebola au niveau des communautés. Je suis outillé à plus d'un titre pour aller sur le terrain pour faire la sensibilisation. Et nous serons prêts encore à aller sur le terrain comme on l'a déjà fait, même le porte-à-porte, pour aller vraiment sensibiliser les gens et leur dire comment il faut faire et les prier d'observer les règles de l'hygiène pour éviter la maladie. D'abord, le fait de penser aux communicateurs traditionnels a été une chose importante. Mais c'est parti du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Il a dit d'associer les langues nationales, d'associer les communicateurs traditionnels. C'est pour atteindre la population. Car cette maladie, elle est bel et bien en Guinée, Ebola. Nous devons la combattre. Je suis de la forêt, je suis frontalière. Cet atelier m'a permis de comprendre beaucoup de choses pour que je puisse communiquer avec les autres, pour que je puisse conseiller les autres. Parce que cette maladie, pour l'éviter, il faut éduquer. Le virus n'en a pas longue vie, mais seulement il faut l'éviter. Au cours de la rencontre, l'implication des jeunes dans la lutte contre Ebola a aussi été citée comme un facteur important. Le groupe de presse indépendant démocrate était ce vendredi devant la presse. Il était venu donner sa version des faits dans le différend qui l'oppose à certains de ces journalistes qui ont abandonné le travail depuis le 8 mai dernier pour un retard dans leur paiement. Le directeur de publication estime que le boycott était bien plus qu'une question de salaire. Abdourahmane Ba, reportage. Les 4 mois qui ont suivi leur abandon de poste, le journal a pu bien fonctionner, dit le directeur de publication du groupe de presse indépendant démocrate. Pour Mamadou Diambaldi, le boycott avait d'autres intentions bien plus élevées que le salaire. Tout ça, c'est pas une question de salaire. Parce que je suis opposant, leader politique, porte-parole de l'opposition, donc on veut déstabiliser mon journal et me museler. Donc c'est ça, lui c'est comme ça il pense et il a raison, je peux pas, mais moi j'ai pas ce réflexe là. Moi je me dis que c'est juste
ils ont ouvert la boîte de Pandore, ils sont partis, il y a eu une semaine de retard de salaire, ils sont partis, finalement ils ne sont plus revenus, il y a 4 mois, le groupe n'a pas fermé. Ces derniers temps, la gestion du groupe de presse laissait à désirer. Aucun contrôle n'était effectué sur les papiers des journalistes ni sur leur présence. Un laxisme qui serait pour beaucoup dans cette affaire, affirme le directeur de publication. La façon dont l'indépendant était géré dernièrement, il y avait le laxisme, c'est-à-dire le laisser aller. Tu viens quand tu veux, tu écris ce que tu veux, tu envoies, on publie. Après, tu es payé. On ne va pas dire qu'un rédacteur en chef qui doit faire le plan du journal, tu ne sais même pas ce qui se passe à la une du journal. C'est grave, Jean Baldé est là pour tout écrire, faire des trucs. Toi, tu as ton site, tu publies là-bas, maintenant tu ramènes la même chose. Ça, c'est de la supercherie. Les 17 grévistes qui ont boycotté le travail pour retard de paiement de leur salaire auraient associé certains anciens travailleurs dans leurs revendications. Et ils auraient par la suite réclamé un arriéré allant de 6 mois à 3 ans. Le comptable n'est pas de cet avis. Il estime d'ailleurs que le journal ne devait rien à qui que ce soit. C'est les journalistes qui doivent réellement, normalement, de l'argent au groupe. Ils doivent un mois, parce que le mois de décembre, ils avaient commencé le même petit mouvement. Voilà, ils étaient revenus. Mais ils n'ont pas travaillé le mois de décembre. Et je les ai payés. Donc, quand on fait les calculs, on ne les doit rien. Normalement, ce sont eux qui doivent au groupe. Et même la dame qui s'écrit qu'elle n'est pas payée là, ça fait près de 10 ans, elle ne travaille pas correctement au groupe, mais on la donne une gratification. Jeudi, les grévistes avaient tenu une conférence pour exposer leur version des faits. À son tour, le groupe est monté au créneau ce vendredi pour, dit-il, rétablir les faits. Finalement, qui a raison? La vérité jaillira au tribunal de première instance de Mafankou. Les prochains jours, nous apprendrons plus. Autre facette de l'actualité, les anciens boursiers du programme Fulbright ont décidé de mettre ensemble leurs talents pour mieux contribuer au développement socio-économique de la Guinée. Ils ont créé une association de boursiers Fulbright de Guinée lancée officiellement ce vendredi à Conakry. Sa mission sera entre autres participer à l'amélioration du système éducatif guinéen, renforcer les capacités de la jeunesse et surtout suffisamment vulgariser le programme Fulbright afin qu'un grand nombre de Guinéens puissent bénéficier de cette opportunité offerte par le gouvernement américain. Sarah Camara nous fait le point. Chaque année, ils sont nombreux à travers le monde, les bénéficiaires du programme Fulbright. Décerné exclusivement sur la base de mérite académique et du potentiel de leadership, cette bourse donne l'opportunité d'étudier, de faire de la recherche, mais surtout d'échanger et contribuer à trouver des solutions. L'idée du programme Fulbright est de rendre plus profonde la compréhension mutuelle entre les peuples des États-Unis et les peuples des autres pays à travers des échanges éducatifs. Ayant bénéficié des formations aussi variées comme l'économie, la santé, le droit, les anciens boursiers Fulbright de Guinée ont accédé aux meilleures institutions de formation aux États-Unis. Pour l'essentiel, ils ont choisi de revenir et rester en Guinée pour servir leur nation, tant au sein de l'administration publique que dans le secteur privé. C'est pourquoi nous souhaitons que le gouvernement américain veuille augmenter le quota de la Guinée dans les 8000 bourses qu'il octroie par an de par le monde. Nous encourageons le gouvernement guinéen à participer au programme Fulbright à travers la prise en charge d'un certain nombre de candidats. Nous sommes pleinement déterminés à jouer notre partie. Dans ce cadre, nous comptons mettre en place un cadre formel visant à intéresser les talents, à les identifier, à les encadrer et à les accompagner dans le processus de sélection du programme en partageant avec eux nos propres expériences. En présence des membres du gouvernement, l'association Fulbright de Guinée a dévoilé son plan d'action, un programme que le gouvernement compte soutenir à son tour pour une meilleure relève. Quand on voit la gamme des diplômes, des domaines de diplômes que présentent les membres de l'association Fulbright, on voit aussi à travers cela l'étendue et la gamme des domaines de coopération entre les États-Unis et la République de Guinée.
Créé en 1946 par le sénateur américain James William Fulbright, ce programme est principalement subventionné par le département d'État des États-Unis. Il existe actuellement dans 144 pays et compte parmi ses anciens boursiers 55 prix Nobel, 29 actuels ou anciens chefs d'État ou de gouvernement. Sur un tout autre plan, depuis la déclaration de l'épidémie de la fièvre Ebola en Guinée, plusieurs secteurs d'activité sont bloqués. C'est le cas notamment de l'Utie-Guinée où plusieurs activités liées à l'international subissent l'impact de cette maladie. Les experts qui devraient venir en Guinée pour certains travaux dans le cadre de l'UTE ne sont pas arrivés. Ce vendredi, le comité de pilotage s'est réuni pour discuter toutes ces questions. Le point avec notre reporter Benoît Marsila. Cette énième réunion ordinaire du comité de pilotage de l'UTE-Guinée a porté sur plusieurs points, notamment le blocage de certaines activités de l'institution à cause d'Ebola qui sévit dans le pays. La situation est aléatoire pour le comité. Certaines activités qui sont liées à l'arrivée de certains experts ou certains partenaires techniques et financiers se retrouvent, si vous voulez, dans un circuit un peu aléatoire parce que, à date, la Guinée vit une situation sanitaire qui fait que les frontières sont fermées. On est en Guinée, nous avons nos partenaires qui sont à l'étranger et nous travaillons dans le cadre de la transparence dans les industries extractives. La santé, elle est prioritaire, primordiale et fondamentale. L'émergence économique d'une nation dépend de l'état sanitaire de ses citoyens. En attendant de vaincre l'épidémie d'Ebola en Guinée, le comité de pilotage a mis en place une commission de suivi et d'évaluation des activités réalisées en cours et non réalisées au sein de l'UTE-Guinée. Cette commission a présenté ce vendredi son rapport contenant 26 points. Nous avons des activités qui ont bénéficié de financements qui sont réalisés, comme certaines ont bénéficié de réalisation de financements qui n'ont pas été encore réalisés. Nous avons aussi des activités qui n'ont pas de financement et pour lesquelles nous devons rechercher des financements. Et les activités qui sont en cours de réalisation, c'est de savoir de quelle manière faut-il accélérer la réalisation de ces activités pour que le succès qui a été le nôtre dans la validation ou du moins l'entrée en conformité de la République de Guinée ne soit pas un molle oreiller sur lequel nous allons nous reposer en disant que tout est fait. Mais plutôt, nous devons aller à l'offensive pour imprimer une nouvelle dynamique, mais dynamique fondée sur ce que j'appellerais des questions et des activités in concreto. Le comité de pilotage attend aussi l'avis de non-objection de la BAD sur le recrutement d'un consultant pour les rapports 2013 sur les paiements effectués par les sociétés minières et les revenus perçus par les différentes régies financières de l'État. Autre facette de l'actualité, la conduite du taxi-moto, une activité très prisée à l'intérieur du pays, notamment dans la préfecture de Sigiri, qui serait d'ailleurs l'une des initiatrices de cette activité. Près de 15 000 jeunes se sont lancés dans cette pratique considérée par la plupart de ceux qui l'exercent comme étant.